Kellogg's waits for you, that spirit comes shining through, promising you a great day. Découvrez aujourd'hui la folle histoire qui se cache derrière les céréales que vous mangez au petit déjeuner. Saviez-vous que son créateur était passionné par son caca, qu'il punissait les jeunes garçons fougueux qui étaient pris la main dans le caleçon en les faisant circoncire de force et sans anesthésie? Eh bien, c'est le moment d'y remédier aujourd'hui, la folle histoire de John Harvey Kellogg. John Harvey Kellogg est né en 1852. Il est issu d'une fratrie de 16 enfants. Ses parents John Preston Kellogg et Anne Stanley étaient millérites. Le millérisme, c'est un mouvement religieux nord-américain du milieu du 19e siècle dont les membres suivaient le message de William Miller, un prédicateur baptiste américain qui avait prédit la fin du monde et le retour du Christ vers 1843-1844. Si William Miller restait flou quant à la date exacte du retour du Christ, ce n'était pas le cas de Samuel Snow, un autre célèbre prédicateur millérite qui avait prévu, lui, le retour du Christ et la fin du monde pour le 22 octobre 1844, et une grande partie des millérites pensaient que le retour du Christ et la fin du monde auraient effectivement lieu le 22 octobre 1844. Or, quand ce jour est arrivé et comme il ne s'est rien passé, ce jour a été surnommé The Great Disappointment, à savoir la grande déception de 1844. Et le fait que la venue du Christ et la fin du monde ne se soient pas produits, eh bien, ça a divisé les croyants. Certains, dont les Kellogg, ont suivi une femme du nom de Helen Harmon, qui affirmait avoir fait un rêve prophétique en décembre de cette même année. Dans ce rêve, elle aurait vu Jésus revenir et conduire un groupe de personnes le long d'un chemin difficile vers la Nouvelle Jérusalem. Cette vision signifiait selon elle que le paradis serait atteint par ceux qui restaient fidèles au mouvement malgré leur grande déception. Rapidement, les Kellogg deviennent des membres importants du mouvement religieux créé par Helen Harmon. Ils persuadent même Helen et son mari James White, aidés par d'autres membres, de déménager et de relocaliser leur entreprise d'édition à Battle Creek dans le Michigan en 1855. En 1856, les Kellogg déménagent à leur tour à Battle Creek afin de se rapprocher des autres membres de ce mouvement religieux. Et si au départ, ce mouvement religieux est assez désorganisé, il s'organise peu à peu pour devenir en 1863 l'église adventiste du 7e jour. L'église met l'accent sur le fait que les gens ont l'obligation morale d'avoir un mode de vie sain. En effet, Hélène est convaincue que l'âme, le corps et l'esprit ne font qu'un. Les membres de ce mouvement pensent donc que le meilleur moyen de prendre soin de son âme est de prendre soin de son corps en suivant un régime alimentaire strict. Les membres avaient donc l'interdiction de fumer, de consommer de la viande, de la caféine et aussi de l'alcool. En effet, ils considèrent que l'alcool est un poison qui a des effets néfastes sur le cerveau, le système digestif et le foie. Quant au thé et au café, ils étaient interdits car considérés, eux, comme du poison. Les membres avaient également l'interdiction de se masturber, d'avoir des relations intimes avant le mariage. Mais ça, on y reviendra plus tard. La masturbation qu'ils appelaient le vice solitaire était interdit car selon eux, il provoquait des maladies cardiaques, des crises d'épilepsie et plus largement, il pouvait rendre fou. Si certaines de ces règles sont pour le moins aberrantes, d'autres, comme l'interdiction de fumer, étaient en avance sur leur temps. En effet, alors même que les effets nocifs du tabac étaient méconnus à cette époque, les dirigeants de ce mouvement considéraient déjà le tabac comme l'une des plantes vénéneuses les plus mortelles au monde. Et pour en revenir à John Harvey Kellogg, c'est à l'âge de 12 ans qu'il attire l'attention de James et Helen White, les dirigeants de l'église. Ils le prennent alors sous leurs ailes et le font travailler comme apprenti imprimeur dans leur maison d'édition. Plus tard, il deviendra rédacteur pour le magazine de l'église. Il écrit alors des articles qui reflètent les valeurs de l'église adventiste du 7e jour. Les dirigeants de l'église adventiste du 7e jour étant sceptiques vis-à-vis de la médecine traditionnelle, ils souhaitaient former un groupe de médecins qui partageraient leurs valeurs. En 1872, sur les conseils de James White, John Kellogg décide de poursuivre des études de médecine. Il s'inscrit donc à la faculté de médecine de l'université du Michigan. Il poursuit ensuite sa scolarité à la faculté de médecine de New York, dont il sort diplômé en 1875 à l'âge de 23 ans. L'année suivante, en 1876, il est nommé directeur de l'Institut de la réforme sanitaire situé dans le Michigan, la toute première
institution médicale dirigée par l'église adventiste du 7e jour, qui sera d'ailleurs renommé par la suite le Sanitarium de Battle Creek. Sanitarium à ne pas confondre avec un sanatorium. Un sanatorium est un établissement médical spécialisé dans le traitement des différentes formes de tuberculose, alors qu'un sanitarium est, selon John Harvey Kellogg, un centre de bien-être où les gens apprennent à rester en bonne santé. Car ce que John Harvey Kellogg souhaite avant tout, c'est prévenir les maladies plutôt que les guérir. John était obsédé par la propreté corporelle, à la fois externe et interne. Il s'était mis en tête de nettoyer ses patients de l'intérieur comme de l'extérieur. Selon lui, afin de se nettoyer de l'intérieur, ses patients devaient se rendre à la selle au moins 4 fois par jour. Il en était arrivé à cette conclusion après avoir observé des singes pendant un safari en Afrique. Il pensait que si une personne n'allait pas à la selle au moins 4 fois par jour, les toxines s'accumuleraient dans son organisme et se propageraient dans le reste de son corps. Donc, rapidement, John Harvey était devenu obsédé par les excréments. Il passait ses journées à collecter ses propres excréments ainsi que ceux de ses patients pour les examiner. Il croyait dur comme fer que si vous mangiez sainement, vos excréments ne sentiraient pas mauvais. C'est donc avec fierté qu'il présentait ses propres excréments sans odeur aux personnes qui visitaient le sanitarium. Quant aux personnes qui n'allaient pas naturellement aux toilettes 4 fois par jour et ceux qui avaient le malheur de produire des excréments malodorants, le bon vieux docteur Kellogg avait une solution, celle de s'en débarrasser à la source grâce à ce que l'on appelle l'hydrothérapie du côlon. Une technique de nettoyage du côlon à l'aide d'eau. L'eau est injectée dans le côlon par le rectum à l'aide d'un tuyau relié à un appareil conçu à cet effet et le liquide déloge ainsi tout ce qui se trouve à l'intérieur. Puis l'eau ressort, entraînant avec elle les déchets. Le sanitarium possédait pour nettoyer l'intérieur des patients une salle de lavement remplie de machines destinées à l'irrigation du côlon qui pouvaient injecter jusqu'à 14 litres d'eau par minute dans le côlon humain. Cependant, quand l'hydrothérapie ne fonctionnait pas, le docteur Kellogg injectait alors du yaourt directement dans le côlon de ses patients et il leur ordonnait de consommer 400 grammes de yaourt chaque jour. Le yaourt servait selon lui à remplacer la flore intestinale, rendant ainsi l'intestin parfaitement propre. Et de manière surprenante, il n'avait pas tout à fait tort. Ce qui ne veut pas dire qu'il avait raison en tout point, loin de là. Mais force est de constater qu'il a été l'un des premiers au monde à s'intéresser à la flore intestinale, aujourd'hui appelée microbiome, et à tous ces micro-organismes qui s'y développent, en d'autres termes, ces bactéries qui peuvent aider à la digestion et qui sont bien plus importantes qu'on ne pouvait l'imaginer à l'époque. En effet, la composition de notre microbiome affecte notre digestion, qui à son tour affecte notre santé, ainsi que notre cognition et notre état d'esprit. C'est pour cette raison qu'on appelle de nos jours notre estomac notre deuxième cerveau et que les probiotiques sont si populaires de nos jours et encore plus quand ils sont intégrés à des yaourts qu'on mange mais qu'aucun patient n'injecterait dans son côlon de nos jours. Le docteur Kellogg pensait également qu'il était bon pour la santé de faire de l'exercice physique, et ce, régulièrement. Il imposait donc à ses patients de pratiquer une activité physique régulière, une idée qui était novatrice à l'époque, car la plupart des gens avaient souvent un travail physique, pénible, épuisant, et une fois qu'ils rentraient chez eux, ils n'avaient qu'une seule envie, c'était de se reposer. Alors il faut bien avouer que le docteur Kellogg a joué un rôle important dans le changement des mentalités vis-à-vis du sport. John Kellogg considérait également que le petit déjeuner était très important, ce qui n'était pas le cas à l'époque. À l'époque, les gens devaient se lever tôt le matin, et comme préparer le petit déjeuner leur prenait beaucoup de temps, la plupart des gens s'évitaient cette corvée et mangeaient tout simplement les restes de la veille, la plupart du temps des pommes de terre et de la viande. Vers 1877, John Harvey s'est mis en tête de développer un aliment pour le petit déjeuner qui serait facile à préparer, à mâcher et à digérer, et comme la doctrine de l'église adventiste exigeait que les fidèles suivent un régime végétarien strict, John et son frère, Will Keith Kellogg, ont essayé de mettre au point des recettes végétariennes dans leur laboratoire du sanitarium de Battle Creek. Ils veillaient cependant à rendre les recettes le plus fades possible, car John pensait que la nourriture sucrée ou pleine de saveurs augmentait l'excitation sexuelle
et la masturbation. Et c'est lors de l'une de ces expériences que John a développé une pâte qui était un mélange de blé, d'avoine et de maïs. Il l'a cuit à haute température pendant un long moment, puis une fois refroidi, il a brisé le mélange. Il a ainsi obtenu des céréales qui ont rapidement connu un certain succès auprès de ses patients. Il a alors décidé de les commercialiser sous le nom de granulats. Cependant, il y avait un problème, un certain James Caleb Jackson vendait déjà des céréales de blé sous ce nom. John Harvey a donc été poursuivi en justice par James Jackson en 1889 et a dû changer le nom de son produit, qu'il a alors appelé granola. Bien sûr, ce sont les cornflakes qui ont rendu les frères Kellogg célèbres. Ils ont été créés par accident. Le docteur Kellogg et son frère Will travaillaient alors sur une recette quand ils ont été appelés pour s'occuper d'un problème urgent au sanitarium. Ils ont alors laissé un peu de blé bouilli à refroidir et ont totalement oublié leur expérimentation. Le lendemain matin, quand ils sont revenus dans leur laboratoire, le blé était devenu rassis et semblait inutilisable. Cependant, pour des raisons de budget, plutôt que de gaspiller le produit, ils ont décidé d'essayer quelque chose. Ils ont aplati la pâte à l'aide de rouleaux, espérant ainsi obtenir une grande feuille de pâte. Et à leur surprise, ce qu'ils ont obtenu, c'était des grains aplatis, qui, une fois grillés, donnaient des flocons légers et croquants, les fameux cornflakes. Et cette invention aurait eu lieu le 14 avril 1894 précisément. Encore une fois, ces céréales ont rencontré un franc succès, tout comme les granolas, et notamment auprès des patients. Et le mois suivant, le produit était déjà breveté sous le nom de Granose. Sur le brevet, John Harvey était nommé comme seul créateur, ce qui a créé des tensions entre les deux frères, car Will, qui avait aidé à créer la recette, considérait qu'il aurait dû être nommé co-créateur. Mais ce qui a empiré la situation, c'est leur discorde à propos du sucre. En effet, Will voulait ajouter un peu de sucre aux céréales, ce que John Harvey refusait catégoriquement, car pour lui, il fallait que les céréales restent les plus fades possibles. Finalement, Will en a eu assez et en 1906, il a décidé de créer sa propre entreprise, la Battle Creek Toasted Cornflake Company. Il a enfin pu ajouter du sucre à ses céréales et ça a créé une rivalité entre les deux frères. John Harvey a continué de vendre ses céréales sous le nom de Granose, mais son produit n'est pas devenu populaire à l'inverse des céréales de Will, qui au contraire se sont vendus comme des petits pains. Et pour cause, la plupart des gens préférant la version sucrée. Et ce que vous mangez aujourd'hui, c'est la version de Will, quand bien même elles ne sont pas sucrées. Par la suite, Will a changé le nom de son entreprise et la Battle Creek Toasted Cornflake Company est devenue la Kellogg's Company. Cela a engendré une longue bataille judiciaire entre les deux frères qui se soldera par le fait que John Harvey s'est vu interdire le droit d'utiliser le nom de Kellogg pour ses céréales. Et la brouille entre les deux hommes, sachez-le, a duré toute leur vie. Avec le développement du lait pasteurisé, les cornflakes sont devenus avec le temps de plus en plus populaires et ont révolutionné la manière dont les gens prenaient leur petit déjeuner. Battle Creek Sanitarium est rapidement devenu le spa médical le plus populaire d'Amérique au début du XXe siècle. Au top de sa popularité, l'établissement recevait entre 12 000 et 15 000 personnes par an. Certains des patients deviendront par la suite extrêmement célèbres, tels que Henry Ford, Thomas Edison ou John Rockefeller. Mais si certaines inventions du bon vieux Dr Kellogg étaient révolutionnaires, d'autres étaient pour le moins farfelues, voire dangereuses. Dans son établissement, il prescrivait à ses patients des traitements douteux, voire carrément dangereux. Il avait des machines qui servaient à battre et à donner des gifles, qui selon lui permettaient de stimuler la circulation sanguine des patients. Le Dr Kellogg avait même fait construire ce qu'il a appelé le premier bain de lumière électrique, une simple armoire en bois bordée d'ampoules dans laquelle le patient pouvait s'asseoir ou s'allonger. Le Dr Kellogg pensait que son bain de lumière pouvait soigner le diabète, l'insomnie, la gangrène et même la syphilis. S'il se trompait en grande partie, son travail a néanmoins ouvert la voie à l'utilisation de la luminothérapie pour soigner la dépression. Il appliquait également du courant électrique sur la peau de ses patients à l'aide d'une machine qu'il avait lui-même mis au point à partir d'un téléphone. Il pensait pouvoir ainsi traiter l'empoisonnement au plomb, la tuberculose et aussi l'obésité. Certaines fois, le courant était appliqué sur les globes oculaires afin de soigner une variété de troubles de la vision. Il prescrivait également à ses patients des bains continus. Le patient devait rester dans un bain de plusieurs jours
à plusieurs mois et n'avait l'autorisation d'en sortir que pour aller aux toilettes. Imaginez rester plusieurs mois dans un bain. Et je dis bien mois, pas semaines. Comme il suivait les préceptes d'Horace Fletcher, un businessman connu pour son régime assez particulier, il conseillait de mâcher la nourriture solide au moins 100 fois avant de l'avaler. Eh bien, John Kellogg s'était inspiré de ce régime et exigeait que ses patients mâchent 40 fois chaque bouchée de leur repas afin d'aider à la digestion. Mais ce n'est pas tout. Sa vision de la sexualité était bizarre, voire perturbante. Par exemple, il considérait qu'avoir des relations intimes en dehors du mariage était contre nature et extrêmement malsain selon lui. Il ne fallait pas avoir de rapport intime avant ses 25 ans pour un homme et ses 20 ans pour une femme. Il conseillait même aux couples mariés de ne pas avoir de rapport intime, sauf s'ils essayaient d'avoir un enfant. Et si possible, pas plus d'une fois par mois. Il était encore plus strict concernant la masturbation, comme je vous le disais, il l'appelait la pratique vile ou le vice solitaire. Elle était formellement interdite car selon lui, elle provoquait une mauvaise digestion, une perte de mémoire, des maladies cardiaques, l'épilepsie et encore une fois, la folie. Il était particulièrement strict à ce sujet, surtout avec les enfants, et pour lui, tous les moyens étaient bons pour mettre un terme à cette vile pratique. Certains de ces moyens étaient d'ailleurs particulièrement barbares. Il conseillait aux parents de bander ou de couvrir avec une cage spéciale les organes génitaux de leurs enfants afin qu'ils ne puissent s'adonner au vice solitaire. Et si ce n'était pas suffisant, il conseillait aux parents d'attacher les mains de leurs enfants derrière leur dos avant de les mettre au lit afin qu'ils ne puissent pas se coucher sur le dos et avoir la mauvaise idée de se masturber. Mais si un enfant était surpris à s'adonner au vice solitaire, eh bien la sanction était atroce. Les petits garçons étaient circoncis sans anesthésie. Quant aux petites filles, elles avaient leurs parties intimes brûlées au phénol, qui n'est ni plus ni moins que de l'acide. Et cerise sur le gâteau, Kellogg était en faveur de la ségrégation raciale aux États-Unis. C'est pour cette raison qu'en 1906, il a fondé la Race Betterment Foundation, à savoir la fondation pour l'amélioration de l'espèce humaine. Il croyait profondément en l'eugénisme et pensait que les races devaient être séparées et que les gens ne devaient se reproduire qu'entre personnes de la même race et exclusivement avec les meilleurs spécimens de leur race. Il a également siégé au conseil de santé de l'État du Michigan et a même réussi à faire passer une loi pour que les personnes qu'il considérait comme déficientes mentales soient purement et simplement stérilisées. Loi qui a conduit à la stérilisation forcée d'au moins 3800 personnes dans l'État du Michigan. Il a milité auprès du gouvernement pour que cette loi soit appliquée dans tout le pays et que soit créé le conseil de surveillance des pédigrés afin de catégoriser les gens en différents pédigrés, comme c'est le cas avec les animaux, mais heureusement cela n'est jamais arrivé. En 1907, Kellogg a été exclu d'ailleurs de sa propre église car les dirigeants lui reprochaient d'utiliser les fonds de l'église pour ses recherches et non pour diffuser les préceptes de l'église. Mais malgré cela, il a continué à suivre de nombreuses croyances adventistes et à diriger le sanitarium jusqu'à sa mort en 1943. Voilà, vous savez désormais comment les céréales les plus connues ont vu le jour et on espère que vous penserez au bon vieux docteur Kellogg la prochaine fois que vous mangerez des cornflakes. Reste à savoir si elles auront la même saveur après avoir découvert tout ça. Ça, c'est à vous de nous le dire en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis et à bientôt sur YouCrim pour une autre triste histoire.